Bonjour et bienvenue sur Science Info, le seul JT des sciences sur le web. Comme d'habitude, nous vous avons concocté une édition particulièrement riche en images. Au programme aujourd'hui, un éléphant rose, un dinosaure plus méchant qu'un tyrannosaure, des révélations sur notre conscience, un dossier sur l'évolution, des robots qui ramassent des tomates et même une voiture qui vole. Commençons tout de suite avec notre rubrique zoologie. Et tout d'abord une découverte extraordinaire, un éléphant rose. On doit ces images au caméraman Mike Holding qui a repéré l'animal dans le delta d'Okavango, dans le nord du Botswana, et je vous assure qu'il n'avait pris aucune substance hallucinogène. Ce petit éléphant est en fait un albinos. Malheureusement, sa survie est menacée car le soleil pourrait lui causer de sérieux dommages au niveau de la peau et des yeux. En effet, il ne possède pas de mélanine, une molécule qui le protège des rayonnements UV. Cependant, comme le delta est riche en arbres et en eau, il pourrait survivre en se mettant à l'ombre ou en se roulant dans la boue pour s'enduire d'une couche protectrice contre les UV. Restons chez les animaux, mais du côté des dinosaures cette fois. Un impressionnant fossile vieux de 147 millions d'années a été découvert à Svalbard, en Norvège. Ce pliosaure est considéré comme le prédateur marin le plus dangereux de tous les temps. Son crâne était 2 fois plus grand que celui d'un tyrannosaure et il devait peser environ 45 tonnes pour 15 mètres de long. Les paléontologues de l'université d'Oslo estiment qu'avec ses dents de 30 cm, sa morsure était 4 fois plus puissante que celle d'un T-Rex. Et sachez qu'un documentaire est déjà en préparation sur ce tueur qu'on a baptisé Predator X. Passons maintenant à nos nouvelles de l'espace. Et nous saluons dans cette rubrique le succès du lancement du satellite Gotche par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Gotche est le tout premier représentant d'une nouvelle famille de satellites d'observation de la Terre. Sa mission est de mesurer les infimes variations du champ de gravité sur l'ensemble de la planète. Les résultats permettront entre autres de mieux comprendre les flux de chaleur au sein des océans et ainsi d'améliorer les modèles de circulation océanique et de prévision climatique, ce qui est très important en ces temps de réchauffement global. Enchaînons avec notre rubrique médecine. Et d'abord les résultats inquiétants d'une étude sur la pollution urbaine menée par l'AFSET, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. On pensait jusqu'ici que les impacts négatifs sur la santé se produisaient surtout au moment des pics de pollution. Mais après 1 an et demi de prélèvements et d'enquêtes, les résultats sont sans appel. Les pics de pollution ne représentent que 3% des effets négatifs sur la santé. Les 97% restants sont dus à des expositions fréquentes à des niveaux modérés de pollution. Les dispositifs d'alerte en cas de pic de pollution semblent donc bien dérisoires. Il faut impérativement s'attaquer à la source du problème et diminuer les émissions de polluants au quotidien si l'on veut protéger la population. Restons dans le médical avec l'un des aspects les plus fascinants de notre cerveau, la conscience. Les équipes françaises de Lionel Nakache et Stanislas Dehaene viennent de montrer dans la revue PLOS Biology que l'accès à la conscience mobilise presque tout le cerveau. Grâce à des électrodes implantées en profondeur, ils ont pu comparer les activités cérébrales de personnes lorsqu'elles voient un mot très rapidement, donc sans en avoir conscience, ou lorsqu'elles en ont conscience. Les résultats indiquent que, lorsqu'il y a conscience, l'activité cérébrale dure plus longtemps et que 4 événements spécifiques signent cette conscience, notamment une coopération entre de nombreuses zones du cerveau. L'idée d'une zone unique de la conscience dans le cortex cérébral est donc à oublier définitivement. Enchaînons avec notre dossier du jour. Ce dossier sera consacré à l'évolution. Vous savez peut-être que 2009 est l'année du bicentenaire de la naissance de Charles Darwin. De plus, cela fait exactement 150 ans que son célèbre ouvrage, L'origine des espèces, a été publié. Nous avons donc voulu savoir où en était la théorie de l'évolution des espèces aujourd'hui. Reportage. Pierre-Henri Gouillon est professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Depuis plus de 30 ans, il s'intéresse aux mécanismes de l'évolution des espèces. Bon, alors d'abord, Darwin, c'est un naturaliste et il a étudié les êtres vivants dans leur milieu. Et d'une certaine façon, il a lancé une nouvelle science qui s'appellera l'écologie peu après. Et en étudiant l'écologie, il comprend que les espèces, dans leur milieu, vont se transformer sous l'action de la sélection naturelle et que cette sélection naturelle va non seulement permettre d'expliquer 2 choses en fait. Premièrement, le fait que les espèces s'adaptent à leur environnement par le fait qu'on trie constamment les formes qui marchent bien et qu'on élimine celles qui ne marchent pas. Et deuxièmement, la divergence dans 2 conditions différentes. Eh bien, à partir d'une même population, on va pouvoir avoir divergence de 2 populations différentes qui un jour deviendront 2 variétés, 2 espèces
de genre, etc. Alors Darwin apporte ça, et c'est une immense révolution, évidemment, puisque à la fois on a un processus qui explique l'adaptation, et on a l'idée qu'à partir d'une même forme, on peut avoir plusieurs formes qui émergent, et donc même qu'à partir d'une seule forme, on peut fabriquer tous les êtres vivants. Cette théorie révolutionne les idées sur la question, mais elle contre l'idée que tout avait été créé, puisque c'est ça qu'on pensait avant. Et puis, mais il manque encore à Darwin deux éléments essentiels qu'on a développés depuis. Il y en a peut-être d'autres qui lui manquaient, qu'on n'a pas encore développés, alors on ne le sait pas. Il y en a un, c'est comment sont héritées les variations, puisque pour que la sélection marche, ben, il faut que les variations soient héritables, qu'en sélectionnant les plus grands, ben, l'espèce s'agrandisse, etc. Ça, il le sait parce qu'il voit le travail des sélectionneurs d'animaux et de plantes, mais il ne sait pas comment ça marche, et ça sera quelque chose qui va poser comme un problème à résoudre et qui donnera naissance à la génétique. Hein, donc Darwin a à la fois créé la théorie de l'évolution, lancé l'écologie et formulé l'idée de la génétique. C'est ce qui est quand même pas mal. Hein. Il lui manquait donc la génétique, ça c'est le premier point. Et la fusion de la génétique et du darwinisme donnera le néo-darwinisme, qui est la version actuelle scientifique de l'évolution. Et puis, il lui manquait une autre chose, c'était la dérive des continents, puisqu'il constate qu'on a des individus qui se ressemblent, enfin, qui ont manifestement la même origine, plus exactement les marsupiaux par exemple, en Amérique du Sud, en Australie, en Inde, dans les fossiles, etc. Il est obligé d'imaginer des migrations à des distances folles, alors que s'il avait su que c'était les continents qui avaient migré, pas les espèces, eh ben, il aurait pu résoudre ce problème-là très facilement. Il faut savoir quand même que la théorie de la dérive des continents, elle est acceptée que depuis 1970. Donc, grâce à la génétique et à la dérive des continents, on a compris beaucoup de choses qui manquaient à Darwin. On peut dire que d'une certaine façon, maintenant, grâce à la génétique, les études des mutations qui se produisent tout le temps, de la sélection qui agit dessus, on a un processus qui explique bien comment une lignée se transforme sous l'action de la sélection naturelle. Ce qui nous manque, c'est de comprendre comment se fabrique ce buisson, la biodiversité, pourquoi celle-là, est-ce que ça pourrait être autrement, si l'évolution recommençait, qu'est-ce qu'on retrouverait en commun? Ben, tout ça, on n'en sait pas grand-chose, et il faudrait comprendre certainement mieux un des trous dans notre compréhension, c'est quelles sont les possibilités de variation à partir d'un schéma de développement embryonnaire donné, qu'est-ce qui peut apparaître de nouveau, quel est le jeu des possibles, pour reprendre l'expression de François Jacob, et comment est-ce que la sélection joue avec ce jeu des possibles. Est-ce que c'est tellement contingent qu'on ne pourra jamais rien dire là-dessus, parce que l'évolution, ça s'est fait qu'une fois et qu'on ne peut pas en comparer plusieurs, ou est-ce qu'il y a quand même là-dedans des choses qui sont nécessaires? Et bien ça, on n'en sait pas grand-chose à l'heure actuelle. Bien, passons maintenant à notre rubrique high-tech. On connaissait les robots de cuisine, les robots ouvriers ou encore les robots qui surveillent la maison, il ne manquait plus que les robots jardiniers. Eh bien, c'est chose faite grâce aux chercheurs américains du laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle au MIT, qui viennent de mettre au point des robots horticulteurs capables d'arroser les plantes et même de ramasser les tomates à votre place. En fait, les chercheurs voudraient à terme développer une serre entièrement autonome. Les robots, les pots et les plantes sont connectés entre eux. Ainsi, les plantes sont équipées de telle manière que lorsqu'elles ont besoin d'eau ou de nutriments, les robots viennent leur administrer après un rapide calcul. Il ne leur reste plus qu'à apprendre à préparer la salade et ces robots seront parfaits. Finissons ce JT avec notre rubrique insolite. Cela fait des années qu'on en parle, mais ça y est, elle a enfin décollé. La première véritable voiture volante a été mise au point par des étudiants du département d'astronautique et d'aéronautique au MIT. La Terrafugia possède 2 places et ses ailes peuvent se replier pour la ranger au garage. Certes, pour l'instant, elle n'a volé que pendant 37 secondes et on a encore beaucoup de mal à voir l'utilité d'un tel véhicule, mais au moins, elle existe. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine édition de Science Info.